Je vais revenir à un petit peu ce qui a l'air d'être ma marotte aujourd'hui, je ne sais pas, mais il me semble que ça a son importance. Je voudrais revenir encore vers les nanotechnologies. Tu viens de parler de l'importance de Richard Feynman dans les réflexions initiales du Foresight Institute. Pour ma part, en tant que transhumaniste patenté, j'ai constaté que, à l'origine du mouvement transhumaniste, je le disais un petit peu, dans les années 80, les nanotechnologies étaient vues par beaucoup d'analystes et comme par les militants, peut-être comme le moteur principal de ce qui a été appelé la convergence technologique. Tu n'as pas utilisé cette expression, mais tu nous en as parlé plusieurs fois déjà, en réalité. Et donc cette convergence, c'est elle qui devait sous-tendre la pensée transhumaniste. Ça se voit par exemple dans le fameux rapport de Rocco and Bainbridge en 2002, hein, qui ont créé cet acronyme NBIC. Et on constate à ce moment-là que l'élément qui est mis en tête, c'est le N de nanotechnologie. Alors je constate ça, et d'un autre côté, j'ai l'impression depuis quelques années, mais alors maintenant ça fait peut-être une dizaine d'années, que pas mal de transhumanistes, par exemple, ont pu être déçus, ou en tout cas, on n'entend plus beaucoup parler de ce champ de recherche. On entend beaucoup de parler des biotechnologies. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle à fond les boulons. Que sont devenues les nanotechnologies? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es en mesure, et en nous disant du point de vue de Foresight Institute, qui me semble concerné par cet aspect-là, qu'est-ce qui s'est passé avec les nanotechnologies? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une bonne question aussi. Oui, non, une question légitime. C'est une question légitime. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, il y a eu cet enthousiasme sur finalement lequel a été fondé Foresight sur les nanotechnologies. Donc, Foresight 1986, donc autour de cette époque. Et on n'a pas réalisé encore cette vision des imprimantes moléculaires. Et il y a plusieurs raisons à cela. Donc, il s'est passé plusieurs choses qui n'ont pas aidé. Il y a eu une dilution de cette vision originale qui pourrait permettre la fabrication et la manipulation à l'échelle atomique, notamment parce que, donc, par exemple, il y a autour de cet enthousiasme que tu viens de décrire, Marc, Bill Clinton avait été séduit par les nouvelles possibilités offertes par la nanotech et avait lancé l'initiative nationale pour la nanotechnologie, la NNI, qui avait entraîné des milliards de dollars d'investissement dans la recherche en nanotech, ce qui a permis beaucoup d'avancées, par exemple dans les nanoparticules lipidiques, pour l'administration d'ARNM, et également dans le domaine de l'informatique quantique. Mais la vision super originelle, ambitieuse de la nanotechnologie moléculaire a stagné. Et ça, c'est à cause de problèmes de financement. Cette vision était tellement ambitieuse et long-termiste que des projets en fait se sont glissés pour obtenir ces financements qui étaient finalement des projets un peu plus banals qui se revendiquaient de la nanotechnologie sans avoir à défendre ces objectifs extrêmement ambitieux et long-termistes. C'était des projets qui travaillaient sur l'échelle nanométrique, mais qui n'étaient pas sur la fabrication et la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique. Parce que cette dernière vision, cette ambition est beaucoup plus difficile à réaliser. Il y a eu un autre moment clé qui a été un débat public clé sur la direction de la nanotechnologie, qui est le débat Drexler-Smalley. Richard Smalley, c'était le lauréat du prix Nobel. Et il a critiqué la faisabilité technique de la nanotechnologie moléculaire, qui était donc la vision que Eric Drexler avait proposée et finalement
en développant la vision de Feynman. Et il avait argumenté un point assez technique sur l'impossibilité d'une certaine manière de faire de la nanotechnologie moléculaire, mais c'était ce qu'on appelle un strawman argument. C'est un argument, un épouvantail rhétorique, je crois qu'on dit en français. Ok, super, merci de me l'apprendre. Un épouvantail rhétorique, absolument, car il y a d'autres manières de faire de la nanotechnologie moléculaire et que, dans un sens, même Drexler avait déjà proposé une autre vision depuis sa vision du début. Il y a aussi eu, et je pense que tous ceux qui sont penchés un peu sur les nanotechnologies en auront entendu parler, des inquiétudes et une espèce de panique sociétale autour des risques potentiels, notamment l'idée de grey goo, donc cette boue grise, la peur finalement que des nanorobots autoréplicateurs deviennent, puisqu'ils sont si petits, créer de plus en plus de copies d'eux-mêmes et finalement c'est comme on imagine une cellule qui se divise de manière incontrôlable, c'est comme un cancer qui finalement remplirait le monde de nanorobots et mangerait la matière tout autour d'elle. En fait, la plupart des experts estiment que ce scénario est vraiment peu probable, surtout avec les propositions plus récentes de la manière de faire de la nanotechnologie, parce qu'il y a plusieurs manières. Et il y a d'autres risques qui sont en fait bien plus sérieux, comme la possibilité d'utiliser les nanotech pour développer de nouvelles armes biologiques ou pas, de manière extrêmement rapide, facile et économique. Il y avait eu un roman même, si je me souviens bien, je pense que c'était Michael Crichton qui avait écrit tout un roman autour du fantasme de la grey goo. Et ça témoignait de l'engouement en fait en même temps des nanotech dans les années 2000, quoi. À la fois les rêves en positif et les fantasmes dystopiques qui a les deux peurs. Juste le parallèle à noter, je trouve, entre cette peur du grey goo et la vision pour l'intelligence artificielle du paperclip maximizer. C'est cette idée que une intelligence artificielle qui serait programmée pour faire pour un but peut-être idiot prendrait toutes les ressources possibles et imaginables pour réaliser ce but, y compris que, par exemple, c'est une intelligence artificielle qui fait des paperclips, c'est des trombones de bureau, décide soudain de convertir toute la matière et le monde et les humains et la civilisation et la planète et le système solaire en trombones. Et il y a vraiment un parallèle, une vision entre ces deux peurs qui sont intéressantes, je trouve.